je me tenais dans le bureau vitré de mon père, chez Preston Manufacturing, observant ma jeune sœur, Madison, sourire narquois tandis que notre père prononçait son ultimatum. Tu es suspendu sans salaire jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de Madison d'avoir remis en question sa promotion. Moi, Russell, le directeur des opérations qui travaillait là depuis 12 ans, depuis l'université, ai simplement répondu « Très bien », et je suis parti. Le sourire triomphant de Madison s'est gravé dans ma mémoire. Ce soir-là, j'ai rédigé ma lettre de démission, et quelque chose de plus. Un article détaillé sur les pratiques illégales de l'entreprise que je documentais depuis des années. Demain, tout allait changer. Le lendemain matin, je suis arrivé à Preston Manufacturing à 5 heures, 2 heures avant que quiconque d'autre ne se présente. Le parking était vide, à l'exception de la berline de la sécurité, et l'air de novembre mordait à travers mon manteau. Alors que je traversais l'entrée des employés une dernière fois, je devais vider mon bureau avant que le cirque ne commence. Tandis que je rangeais 12 années de ma vie dans des cartons, mon esprit est retourné à la façon dont tout ce désastre avait commencé. Madison avait rejoint l'entreprise il y a 2 ans, fraîchement diplômée en beaux-arts d'un libéral art college. En 3 mois, notre père l'avait nommée vice-présidente du marketing. Elle n'avait aucune expérience dans la fabrication, n'avait jamais travaillé un jour dans aucune entreprise, et ne savait même pas lire un compte de résultats simples. Mais elle était sa princesse issue de son second mariage, et c'était là toute la qualification dont elle avait besoin. Je me souvenais du jour où elle était entrée, vêtue d'un tailleur de créateur qui coûtait plus que ce que la plupart des employés gagnaient en un mois. Notre père avait organisé une réunion générale pour la présenter, s'étendant sur les nouvelles perspectives et la pensée innovante. Les employés qui avaient gravi les échelons pendant des années se tenaient là, forçant des sourires, regardant quelqu'un ayant la moitié de leur âge recevoir ce pourquoi ils avaient passé des décennies à lutter. Pendant ce temps, j'avais commencé chez Preston comme analyste junior, juste après l'université. Je travaillais 16 heures par jour, j'ai appris chaque aspect de l'entreprise, depuis l'atelier jusqu'au sommet. Au cours de ces 12 années, j'avais construit des systèmes qui avaient fait économiser des millions de dollars à l'entreprise. J'avais restructuré notre chaîne d'approvisionnement, réduisant les coûts de 30%. J'avais négocié des contrats avec les fournisseurs qui nous assuraient les meilleurs tarifs du secteur. J'avais fait passer nos opérations de 50 employés à 500, d'une seule usine à 3. L'incident qui a déclenché ma suspension avait eu lieu hier dans la salle du conseil. Madison avait présenté sa nouvelle initiative marketing, demandant 2 millions de dollars pour embaucher le cabinet de conseil de son ami d'université. En regardant la proposition, il était clair que ce cabinet n'avait aucune expérience en marketing industriel. Il se spécialisait dans les marques de mode et les influenceurs des médias sociaux. J'avais posé des questions simples. Quel était le retour sur investissement attendu? Avions-nous considéré des cabinets établis ayant une expérience en fabrication? Comment cela s'intégrerait-il à notre stratégie de vente existante? Le visage de Madison était devenu rouge. Puis les larmes ont commencé. Russell me harcèle encore, avait-elle dit à notre père. Il ne soutient jamais mes idées. Il pense que parce qu'il est là depuis plus longtemps, il sait tout. C'est exactement le genre de masculinité toxique qui freine les entreprises. Le visage de notre père s'était assombri sans même regarder la proposition ou considérer mes questions. Il s'était levé. Russell, tu dois t'excuser auprès de ta sœur immédiatement pour avoir posé des questions sur le retour sur investissement. J'avais demandé, sincèrement confus, si c'était pour avoir sapé son autorité et lui avoir fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue dans l'entreprise familiale. Il avait rétorqué, c'est à ce moment-là qu'il avait prononcé l'ultimatum de suspension. Les autres membres du conseil étaient restés assis dans un silence inconfortable. Robert, notre directeur financier, avait essayé de parler, mais notre père l'avait réduit au silence d'un regard. Maintenant, alors que je sortais des dossiers du tiroir de mon bureau, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait m'arrêter. C'était un rapport que j'avais soumis 6 mois auparavant, une stratégie complète de réduction des coûts qui ferait économiser 4 millions de dollars à l'entreprise annuellement. Mon nom y figurait lorsque je l'ai soumis. Mais voici une copie du dossier du conseil du mois dernier, et le nom de l'auteur avait été changé pour Madison Preston. Elle prenait le crédit de mon travail, et notre père la laissait faire. J'ai fouillé plus profondément dans le tiroir et j'ai trouvé la clé USB que j'y avais cachée il y a 2 ans. Dessus se trouvaient les documents que je collectais. Des preuves des systèmes d'évasion fiscale de notre père, les comptes offshore qu'il utilisait pour cacher les bénéfices, les violations de sécurité qu'il m'avait ordonné d'ignorer, les inspecteurs qu'il avait soudoyés.
J'avais tout gardé, espérant ne jamais avoir à l'utiliser, espérant qu'il changerait. Mais maintenant, je comprenais qu'il ne le ferait jamais. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon père à 6 heures du matin. Arrête d'être têtu. Excuse-toi simplement et nous pourrons avancer. C'est en dessous de toi, mon fils. J'ai regardé le texto un long moment. Puis j'ai ouvert LinkedIn sur mon téléphone. J'avais écrit ma lettre de démission la nuit précédente, mais j'avais aussi écrit autre chose. Une publication sur mon parcours chez Preston Manufacturing, mes réalisations, les systèmes que j'avais construits, la valeur que j'avais créée. Je suis resté professionnel. Aucune mention du drame familial ou des activités illégales, juste des faits sur ce que j'avais accompli et que j'explorais de nouvelles opportunités. À 6h30, j'ai cliqué sur Publier et j'ai identifié 20 leaders de l'industrie que je connaissais personnellement. En quelques minutes, les j'aime et les commentaires ont commencé à arriver. J'étais en train de scotcher la dernière boîte quand j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur. Madison est entrée à 6h45, plus tôt qu'elle n'était jamais arrivée auparavant. Elle venait se pavaner, pour me voir humilié. Elle a marché vers mon bureau avec un sourire aux lèvres, s'attendant probablement à me trouver là, suspendu et vaincu. Au lieu de cela, elle a trouvé Patricia, mon assistante depuis 8 ans, en pleurs en regardant mon bureau vide. Où est-il ? A exigé Madison. Patricia a levé son téléphone, montrant la publication LinkedIn. Il est parti, il a démissionné. Le sourire a glissé du visage de Madison comme l'eau sur un pare-brise. Madison a attrapé le téléphone de Patricia, ses doigts manucurés tremblant alors qu'elle lisait la publication LinkedIn. Son visage est passé de confus à paniqué en environ 10 secondes. La publication était professionnelle mais dévastatrice par sa simplicité. J'avais énuméré chaque réalisation majeure de mes 12 années, les contrats que j'avais négociés, les systèmes que j'avais construits, les revenus que j'avais générés. Le monde de la fabrication est petit, et tout le monde savait que le succès de Preston reposait sur l'excellence opérationnelle. Maintenant, il savait qui était derrière. Ça a déjà 300 j'aime, a murmuré Madison, la voix brisée. Comment est-ce possible ? Il l'a posté il y a 20 minutes. Patricia a repris son téléphone, essuyant ses larmes. Parce que tout le monde dans l'industrie connaît Russell. Il est la raison pour laquelle cette entreprise fonctionne. En 1 heure, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 3 concurrents majeurs avaient déjà pris contact avec des offres. James Hartford de Hartwell Corporation avait envoyé un simple message, « Nommez votre prix ». Sarah Mitchell d'Apex Industries avait écrit, « J'ai un poste de direction avec votre nom dessus ». Même David Chen de la start-up Nexus Manufacturing m'avait contacté en offrant des parts et un rôle de dirigeant. De retour chez Preston, Madison était en pleine spirale. Elle a couru à son ordinateur pour essayer de supprimer mon accès à l'entreprise, pour découvrir que je m'étais déjà retiré de tous les systèmes à 5 heures ce matin. Elle a tenté d'accéder à mes fichiers de projet, mais chaque dossier exigeait des mots de passe qu'elle n'avait pas. Les bases de données opérationnelles, les contrats fournisseurs, les calendriers de production, tout était verrouillé. Thomas, l'avocat de l'entreprise, a fait irruption dans son bureau à 8 heures, le visage pâle et en sueur malgré le frais du matin. Dis-moi que Russell n'a rien publié d'autre. Dis-moi qu'il a juste démissionné. De quoi parles-tu ? A demandé Madison, essayant toujours de comprendre comment accéder à mes fichiers. Je parle de la documentation qu'il possède. Les dossiers. Est-ce qu'il les a toujours ? Madison avait l'air vide. Quel dossier ? Thomas s'est affalé sur la chaise. Vraiment, tu ne sais rien de cette entreprise, n'est-ce pas ? L'insulte aurait normalement fait pleurer Madison, mais elle était trop confuse pour être offensée. Avant que Thomas ne puisse expliquer, son téléphone a sonné. C'était Robert, le directeur financier, lui disant qu'elle devait diriger la réunion des opérations de 9 heures puisque Russell était parti. La réunion fut un désastre. Madison se tenait devant 20 chefs de département, essayant de lire les notes de Russell que Patricia lui avait données. Mais quand les questions sont venues, elle était perdue. Qu'en est-il de la commande de Johnson Industries ? A demandé Marc de l'expédition. Russell négociait un arrangement de fret spécial. Je devrais revenir vers vous à ce sujet, a répondu Madison. Le fournisseur de l'Ohio a besoin d'une confirmation sur les conditions de paiement modifiées que Russell avait promises, a ajouté Jennifer de l'approvisionnement. Je vais y regarder, a répondu Madison, sa voix devenant plus faible.
Nous avons 3 griefs syndicaux que Russell était en train de médiatiser, a dit Paul DRH. Les réunions sont prévues pour cet après-midi. Madison l'a simplement regardé. Elle ne savait même pas que l'entreprise avait des contrats syndicaux. Pendant ce temps, j'étais assis dans un café du centre-ville avec mon ami William, qui travaillait comme journaliste d'affaires pour la Manufacturing Gazette. Je lui ai glissé un dossier sur la table. Tout ceci est confidentiel pour l'instant, ai-je dit. Mais tu voudras peut-être commencer à te renseigner sur le dossier de sécurité de Preston Manufacturing. William a ouvert le dossier, ses yeux se sont écarquillés en voyant les photos et la documentation. Il y avait Marcus, un opérateur de machine qui avait perdu 2 doigts parce que mon père avait refusé de mettre à jour l'équipement de sécurité. Il y avait les rapports d'inspection falsifiés, les inspecteurs soudoyés, les violations au chat qui avaient été dissimulées. Russell, c'est énorme, a dit William. Des gens auraient pu mourir. Quelqu'un a failli mourir, ai-je répondu. Et quand j'ai essayé de réparer, on m'a dit que cela coûterait trop cher. Mon père a dit, et je cite, « Les travailleurs connaissent les risques quand ils signent ». De retour chez Preston, Madison était au téléphone avec notre père, qui était sur son terrain de golf pour sa partie habituelle du jeudi matin. « Papa, tu dois revenir. » Tout s'effondre, a-t-elle plaidé. « Ne sois pas dramatique, Madison. » Russell fait juste une crise de colère. Il sera de retour lundi quand il aura besoin d'argent. Non, papa. Tu ne comprends pas. Les clients appellent. Johnson Industries veut savoir si le départ de Russell signifie des retards dans leurs commandes. Thomson Steel demande qui sera leur nouveau gestionnaire de compte. 3 autres clients ont déjà demandé des réunions pour discuter de leurs préoccupations. Il y eut un silence à l'autre bout. Alors, gère-le, Madison. C'est pour ça que je t'ai faite vice-présidente. Mais je ne sais pas comment gérer ça. Je ne comprends même pas ce que Russell faisait ici. Débrouille-toi, a lancé notre père et il a raccroché. Madison s'est assise à son bureau, fixant le mur de prix et de certificats dans son bureau. La plupart concernaient des initiatives que Russell avait menées, mais dont elle s'était attribué le mérite. Elle commençait à réaliser qu'elle n'avait aucune idée de comment diriger quoi que ce soit en réalité. À 11h45, le téléphone dans la salle de conférence exécutive a sonné. Thomas a décroché, puis son visage est redevenu pâle. Oui, ici le service juridique. La situation Russell Preston. Que entendez-vous par situation? Il a démissionné ce matin. Documentation? Quelle documentation? Il a raccroché et a immédiatement appelé mon père. Nous avons un problème. Le ministère du Travail vient d'appeler. Ils demandent des nouvelles de Russell et veulent voir la documentation concernant sa suspension et sa démission. Quelqu'un les a informés d'un licenciement abusif potentiel et de harcèlement au travail. Mon père avait finalement quitté son parcours de golf et s'était dirigé vers le bureau. Mais à ce moment-là, le premier domino était déjà tombé, et il n'y avait rien à faire pour arrêter ce qui s'annonçait. J'étais assis dans mon appartement, ordinateur portable ouvert, répondant aux offres d'emploi quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Sandra Williams, responsable des RH chez Preston. C'était l'une des personnes bien, quelqu'un qui avait toujours essayé de faire ce qui était juste pour les employés, malgré la résistance de mon père. Russell, je ne suis pas censé t'appeler, mais tu devrais savoir que Madison vient de découvrir que tu gérais 70% des décisions opérationnelles de l'entreprise. Elle est en mode panique totale. Je n'étais pas surpris. Au fil des ans, j'avais discrètement pris de plus en plus de responsabilités pendant que mon père se concentrait sur son golf, et Madison jouait à être cadre. Merci pour l'information, Sandra. Est-ce que ça va là-bas? Je mets à jour mon CV, a-t-elle dit à voix basse. Cet endroit est sur le point d'imploser. Elle avait raison. Mon père était revenu précipitamment du club de golf pour faire face à son pire cauchemar. 3 clients majeurs représentant 10 millions de dollars de revenus annuels avaient appelé des réunions d'urgence. Ils avaient tous la même inquiétude, avec le départ de Russell, qui garantirait que leurs commandes soient exécutées correctement et à temps. Mon père les avait d'abord éconduits, leur assurant que Madison s'occuperait de tout. Mais lorsque Johnson Industries a posé à Madison des questions spécifiques sur leurs spécifications d'alliage personnalisées et qu'elle n'a pas pu répondre, ils avaient officiellement demandé une réunion avec la haute direction pour réévaluer leur partenariat. Dans le bureau du directeur financier,
Robert avait une conversation différente avec mon père. Tu dois faire une contre-offre à Russell, a exigé mon père, quoi qu'il en coûte. Robert a affiché l'écran de son ordinateur. Je vous dis depuis 3 ans que Russell était sous-payé. Il gagnait 120 000 $. Le taux du marché pour quelqu'un de son expérience et de ses responsabilités se situe entre 200 000 et 250 000 $. Hartwell vient de lui offrir 350 000 plus départ. Le visage de mon père est devenu rouge. C'est impossible. Aucun directeur des opérations ne gagne autant. Il n'était pas juste un directeur des opérations, a dit Robert prudemment. Il dirigeait essentiellement cette entreprise. Et vous avez donné à Madison, sans aucune expérience, un salaire de 180 000 $ plus des primes. La vérité était difficile à avaler, mais mon père était toujours dans le déni. Il reviendra. C'est l'entreprise de sa famille. L'est-elle vraiment, a demandé Robert. Parce que de là où je suis, vous avez clairement montré que c'était l'entreprise de Madison. Pendant qu'ils se disputaient, j'étais au téléphone avec la ligne d'assistance des lanceurs d'alerte de l'OSHA. J'avais décidé que les violations de sécurité ne pouvaient plus être ignorées. Marcus et les autres travailleurs méritaient justice. J'ai la documentation de multiples violations de sécurité chez Preston Manufacturing, ai-je dit, y compris des preuves de fonctionnaires soudoyés et de rapports falsifiés. L'agent, à l'autre bout, a tout noté. Nous prenons ces allégations très au sérieux, Monsieur Preston. Pouvez-vous nous envoyer la documentation déjà téléchargée sur votre portail sécurisé? De retour chez Preston, Madison essayait de sauver la réunion avec Johnson Industries. Elle avait passé 2 heures à essayer de comprendre les notes de Russell, mais les spécifications techniques des alliages industriels auraient pu être écrites en grec ancien pour elle. Donc, vous avez besoin de l'acier au carbone avec 0,08 de carbone, a-t-elle dit, lisant les notes. Non, Monsieur Johnson a dit, visiblement frustré. Nous avons spécifiquement négocié avec Russell pour du 0,06 pour une meilleure soudabilité. C'est exactement ce qui nous inquiète. Ces détails comptent dans notre secteur. L'assistante de Madison a interrompu la réunion. Mademoiselle Preston, votre père essaie de joindre Russell, mais son téléphone passe directement en messagerie vocale. Mon père avait finalement surmonté sa fierté pour m'appeler, mais j'avais bloqué son numéro. Je n'étais intéressé ni par ses exigences, ni par ses tentatives à moitié sincères pour arranger les choses. À 3 heures, la situation s'était aggravée. Thomas avait découvert que ma publication LinkedIn avait été partagée 5000 fois. Les bulletins d'information de l'industrie en faisaient une histoire sur la rétention des talents et l'importance du leadership opérationnel. Le titre sur le site web de Manufacturing Weekly était « Preston Manufacturing perd un dirigeant clé, une mise en garde sur la planification de la succession ». Puis les nouvelles locales ont appelé « Nous préparons un reportage sur le népotisme dans les entreprises familiales », a dit le journaliste. Nous aimerions avoir le commentaire de Preston Manufacturing sur le départ de Russell Preston et les qualifications de Madison Preston pour son rôle. Thomas avait dû physiquement retenir mon père d'accepter l'appel et d'aggraver les choses. À 4 heures, Madison pleurait dans son bureau. Elle venait de terminer une réunion au niveau de la production où elle avait tenté d'affirmer son autorité, mais les chefs d'atelier lui avaient expliqué qu'ils ne pouvaient pas faire les changements qu'elle souhaitait parce que cela violerait les contrats syndicaux que Russell avait négociés. Je ne savais même pas que nous avions des contrats syndicaux, a-t-elle admis à Patricia. Patricia, qui était restée loyale envers l'entreprise, sinon envers Madison, la regarda avec un mélange de pitié et de frustration. Russell a négocié ses contrats il y a 3 ans. Il a passé 6 mois à travailler avec le syndicat pour trouver un accord qui convienne à tout le monde. C'est pour ça que nous n'avons pas eu de grève alors que tous les autres fabricants de l'État en ont eu. Mon père a trouvé Madison dans son bureau et, pour la première fois, elle lui a été honnête. Je ne peux pas faire ça, papa. Je ne comprends rien à tout ça. Les fournisseurs, les contrats, les spécifications, les syndicats. Russell faisait tout. Et moi, j'ai juste pris le crédit pour ça. C'était la première chose véridique qu'elle avait dite en 2 ans. Mais il était trop tard. Pendant ce temps, je venais d'accepter l'offre de consultation de Hartwell Corporation. Le salaire était de 350 000 $ plus départ plus une prime de signature qui couvrirait mes frais de subsistance pendant 1 an. Mais plus important encore, il valorisait ce que j'apportais. À 16 heures précises, l'article de William est paru sur le site de la Manufacturing Gazette. Le titre était accablant,
pas sur à n'importe quelle vitesse, l'intérieur de la culture des violations de sécurité de Preston Manufacturing. L'article détaillait tout. La blessure de Marcus, les violations dissimulées, les inspecteurs soudoyés. William avait fait ses devoirs, vérifiant tout auprès de sources multiples. Ma documentation n'était que le commencement. Il avait trouvé 3 autres employés prêts à témoigner des préoccupations de sécurité qui avaient été ignorées. Mon père était dans son bureau lorsque Thomas a fait irruption avec son ordinateur portable. « Nous avons un plus gros problème que le ministère du Travail », lui a-t-il dit en lui montrant l'article. Mon père l'a lu, son visage passant du rouge au blanc. Il n'aurait pas Russell ne ferait pas ça à sa famille. Il ne l'a pas fait, a dit Thomas. Il l'a fait pour les travailleurs que vous avez ignorés. Il y a une différence. L'article incluait une photo de la main mutilée de Marcus et une citation de lui, « Russell Preston était le seul dirigeant qui ait jamais essayé de nous aider. Il s'est battu pour l'équipement de sécurité, mais M. Preston, senior, a dit que c'était trop cher. Russell a même payé mes factures médicales sur ses propres deniers lorsque l'assurance de l'entreprise a essayé de refuser la réclamation. » Mon père s'est renversé sur sa chaise, le poids de ses choix commençant enfin à le frapper. Mais ce n'était que le début de sa chute. Le vendredi matin est arrivé comme un ouragan. Les inspecteurs de l'OSHA sont arrivés à Preston Manufacturing à 7 heures précises avec un mandat d'inspection. Ils n'étaient pas venus seuls. Ils avaient amené une équipe complète, y compris des ingénieurs en sécurité et des responsables de la conformité. La réceptionniste a appelé mon père en panique, mais il gérait déjà une autre crise. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence pour 8 heures. 3 des 5 membres externes du conseil demandaient des réponses concernant l'article sur les violations de sécurité et ma démission. Ils avaient vu le cours de l'action de l'entreprise chuter de 15% lors des transactions après heure. Comment n'étions-nous pas au courant de ces violations de sécurité, a exigé Charles Morrison, le membre du conseil le plus ancien. Ce sont des allégations, a dit mon père faiblement. Nous ne savons pas si elles sont vraies. L'OSHA ne se présente pas avec un mandat sur la base de rumeurs, a dit Barbara Chen, qui dirigeait sa propre entreprise de fabrication. Et perdre Russell est un désastre. Il était le plan de succession. Madison est le plan de succession, a insisté mon père. Madison ? Barbara a ri amèrement. La jeune fille qui ne sait pas lire un bilan, qui vient de nous coûter le contrat de Johnson Industries. Madison était dans la réunion, se recroquevillant sur sa chaise pendant que les membres du conseil discutaient d'elle comme si elle n'était pas là. Finalement, elle a pris la parole. « Je ne suis pas qualifiée, a-t-elle admis, sa voix faible. Je le sais maintenant. Russell faisait tout et moi, je faisais juste semblant de savoir ce que je faisais. » L'aveu est resté en suspens comme de la fumée. Mon père a regardé sa fille avec un mélange de déception et de colère, mais surtout, il avait l'air vaincu. Pendant ce temps, j'avais mon premier jour chez Hartwell Corporation. James Hartford lui-même m'a fait visiter, me présentant au chef de département qui luttait avec un problème de chaîne d'approvisionnement depuis 6 mois. Les fournisseurs exigent des augmentations de 15% partout, a expliqué le directeur de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes bloqués. J'ai examiné leurs contrats, leur modèle de commande, leurs relations fournisseurs. En 2 heures, j'avais identifié le problème. Ils commandaient auprès de distributeurs au lieu de fabricants, payant des frais d'intermédiaires inutiles. Avant le déjeuner, j'avais négocié directement avec 3 fabricants, réduisant les coûts de 12% au lieu de les augmenter. James Hartford m'a pris à part. Vous venez de nous faire économiser 2 millions de dollars lors de votre première matinée, Russell. Je dois vous demander, pourquoi votre père vous a-t-il laissé partir? Il ne m'a pas laissé partir, ai-je dit. Il a choisi le népotisme plutôt que la compétence. C'est sa perte. De retour chez Preston, les pertes s'accumulaient. 3 employés clés ont soumis leur démission avant midi, citant tous un leadership toxique et le favoritisme dans leurs entretiens de départ. L'inspection de l'OSHA avait trouvé 17 violations de sécurité au cours des 2 premières heures. L'atelier de production a été fermé en attendant des réparations immédiates. Puis l'avis d'audit de l'IRS est arrivé. Thomas l'a apporté personnellement à mon père. Ils ont reçu un tuyau anonyme concernant des comptes offshore et l'évasion fiscale. Ils demandent les dossiers financiers des 5 dernières années. Mon père a su immédiatement d'où venait le tuyau. Russell connaît les comptes des Caïmans. Russell est au courant de tout. Thomas a dit qu'il était votre directeur des opérations, a répondu Thomas.
Il a vu toutes les factures, tous les virements. Vous lui avez fait signer des rapports qui incluaient les chiffres falsifiés, mais il a également bénéficié de ses comptes. Le succès de l'entreprise était son succès. L'était-il vraiment, a demandé Thomas. Vous l'avez payé la moitié du taux du marché, avez donné le crédit de son travail à sa sœur, puis l'avez suspendu pour avoir posé des questions. De quoi a-t-il réellement bénéficié? Chez Preston, Madison était dans ce qui était mon bureau, feuilletant les centaines de dossiers que j'avais laissés. Chacun était méticuleusement organisé avec des notes expliquant les processus, les contacts et les informations critiques. Elle a trouvé un dossier intitulé pour Madison et l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une lettre que j'avais écrite des mois auparavant, mais jamais envoyée. Elle détaillait chaque fois que j'avais couvert ses erreurs, le contrat qu'elle avait presque ruiné par ignorance, le fournisseur qu'elle avait offensé par son attitude, le représentant syndical qu'elle avait insulté sans s'en rendre compte. Chaque fois, j'étais intervenu, aplanissant la situation, résolvant le problème sans que personne ne le sache. La dernière phrase de la lettre disait « Je n'ai pas fait cela parce que je le devais. Je l'ai fait parce que tu es ma sœur et j'espérais qu'un jour tu voudrais réellement apprendre l'entreprise au lieu de simplement jouer à l'exécutif. » Madison s'est effondrée en larmes. Pour la première fois, elle a compris l'ampleur totale de ce qu'elle avait perdu. Non seulement un employé, mais un frère qui l'avait protégé malgré la façon dont elle l'avait traité. L'après-midi a apporté d'autres mauvaises nouvelles. Johnson Industries a officiellement résilié son contrat, citant spécifiquement le manque de confiance dans le leadership actuel et les capacités opérationnelles. C'était 10 millions de dollars de revenus annuels envolés. 2 autres clients majeurs ont suivi avant la fin de la journée. À 16h30, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le FBI est arrivé à Preston Manufacturing. 2 agents en costume sombre ont demandé à parler à mon père en privé. Ils avaient reçu des informations sur une fraude fiscale potentielle et un blanchiment d'argent via des comptes offshore. La documentation que j'avais fournie à l'IRS avait déclenché une enquête criminelle. Monsieur Preston, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour interrogatoire, a dit un agent. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais nous vous conseillons vivement d'amener votre avocat. Mon père a quitté le bâtiment dans une berline du FBI pendant que les employés regardaient par les fenêtres. Madison se tenait sur le parking, regardant son père disparaître, comprenant enfin que l'empire qu'il avait bâti s'effondrait à cause de ses propres choix. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Patricia. Russell, je voulais que tu saches que Madison a trouvé la lettre que tu lui as laissée. Elle pleure depuis des heures. De plus, le FBI a emmené ton père pour interrogatoire. Toute l'entreprise est dans le chaos. Je suis désolé que tu sois prise au milieu de tout cela, Patricia, ai-je dit sincèrement. Je ne le suis pas, a-t-elle répondu. Cela devait arriver. La pourriture devait être exposée. Au fait, est-ce que Hartwell embauche? Envoie-moi ton CV, lui ai-je dit. Je veillerai à ce qu'il parvienne aux bonnes personnes. En raccrochant, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. J'avais passé 12 ans à essayer de construire quelque chose de formidable chez Preston Manufacturing, pour ensuite voir l'avidité et le favoritisme de mon père tout détruire. Mais peut-être que de ces cendres, quelque chose de mieux pourrait être construit. Le lundi matin a apporté l'avalanche que tout le monde attendait. Des agents fédéraux sont arrivés à Preston Manufacturing avec une ordonnance du tribunal gelant tous les actifs de l'entreprise en attendant l'enquête. Les comptes personnels de mon père ont également été gelés, y compris les comptes offshore qu'il pensait cachés. Le conseil d'administration a tenu une autre réunion d'urgence, cette fois sans mon père, qui était toujours en discussion avec les procureurs fédéraux. Le vote fut unanime. Madison a été rétrogradée de vice-présidente à coordinatrice de niveau débutant, avec effet immédiat. Barbara Chen a été nommée PDG par intérim avec pour mandat de sauver ce qui restait de l'entreprise. Madison, tu rapporteras à Patricia pour les opérations, a annoncé Barbara. Tu apprendras ce métier à partir de zéro, ou tu seras licencié. C'est ton choix. Madison a hoché la tête, incapable de parler. Les tailleurs de créateurs et les déjeuners d'affaires étaient terminés. Elle gagnerait 35 000 $ par an si elle pouvait garder le poste. La nouvelle de mon succès chez Hartwell s'était répandue dans toute l'industrie. Manufacturing Weekly a publié un article, un ancien dirigeant de Preston sauve un concurrent de 5 millions dès la première semaine. L'article détaillait comment j'avais restructuré toute la chaîne d'approvisionnement de Hartwell, éliminant les inefficacités qui les avaient tourmentés pendant des années.
James Hartford avait déclaré, Russell Preston est le genre de génie opérationnel qui apparaît une fois par décennie. La perte de Preston Manufacturing est assurément notre gain. Mon père a lu l'article depuis le bureau de son avocat où il se préparait à des inculpations pénales. Son club de golf avait déjà révoqué son adhésion, invoquant une conduite indigne d'un membre après que l'enquête du FBI soit devenue publique. Le premier jour de Madison en tant que coordinatrice fut humiliant. Elle se présentait à Patricia, qui avait été mon assistante, mais était maintenant superviseur des opérations. Patricia n'a pas été clémente avec elle. Ta première tâche est d'apprendre notre système d'inventaire, a dit Patricia. Russell l'a conçu, il est donc sophistiqué mais logique. Tu devras le comprendre pour faire quoi que ce soit ici. Madison a passé 10 heures à essayer de comprendre ce que Russell avait construit. Chaque processus, chaque système avait des niveaux de complexité qu'elle n'avait jamais imaginés. Elle a commencé à saisir la quantité de capital intellectuel qui était parti avec moi. Ce soir-là, elle est rentrée dans son appartement de luxe, qu'elle devrait bientôt rendre car elle ne pouvait plus se le permettre avec son nouveau salaire. Elle s'est assise à sa table de cuisine et m'a écrit une lettre. Russell, je sais que tu ne la liras probablement jamais, mais j'ai besoin de l'écrire. J'ai été une sœur terrible. J'ai pris le crédit de ton travail. J'ai laissé papa te traiter injustement, et j'ai agi comme si je méritais le succès juste pour exister. Tu m'as protégé même quand je ne le méritais pas. La lettre que tu as laissée m'a montré à quel point j'étais aveugle. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Elle l'a postée à Hartwell Corporation, sans savoir si elle me parviendrait un jour. Pendant ce temps, cet autre client de Preston avait signé des contrats avec Hartwell, demandant spécifiquement que je gère leur compte. Chaque transfert était un clou de plus dans le cercueil de Preston. Le mardi a apporté d'autres révélations. L'enquête du FBI avait découvert que mon père soudoyait des responsables municipaux pour ignorer des violations de zonage concernant l'expansion de Preston. Les nouvelles locales s'en sont emparées, et des manifestants se sont rassemblés devant le siège de Preston exigeant justice. L'avocat de mon père lui a conseillé de se préparer à une peine de prison sérieuse. Les preuves sont accablantes, a-t-il dit. Votre fils a tout documenté méticuleusement. Chaque pot de vin, chaque rapport falsifié, chaque système d'évasion fiscale. Vous risquez 5 à 10 ans minimum. Il m'a détruit, a dit mon père amèrement. Non, a répondu son avocat. Vous vous êtes détruit vous-même. Il a simplement refusé de couler avec vous. Chez Hartwell, je mettais en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité, inspirés par ce qui était arrivé à Marcus. J'avais convaincu James d'investir 2 millions dans de l'équipement de sécurité et de la formation de pointe. Cela semble cher, avait dit le directeur financier. C'est 1/10 de ce que coûterait un seul procès pour blessure grave, ai-je répondu. De plus, c'est la bonne chose à faire. J'avais également contacté Marcus, lui offrant un poste de responsable de la formation chez Hartwell. Tu mérites une chance de construire une carrière sans risquer ta sécurité, lui ai-je dit. Marcus a accepté, reconnaissant pour l'opportunité. Tu étais le seul qui se souciait de nous, Russell. Quand ton père a refusé de payer pour un équipement de sécurité adéquat, tu l'as acheté toi-même. Je ne l'oublierai jamais. De retour chez Preston, l'entreprise perdait des talents. 40% des effectifs avaient démissionné en 2 semaines. La plupart citant une perte de confiance dans le leadership. Le cours de l'action avait chuté de 50% et la faillite était discutée ouvertement dans le conseil d'administration. Madison travaillait 12 heures par jour à essayer d'apprendre ce que Russell avait maîtrisé en 12 ans. Elle commençait à gagner un certain respect de la part de ses collègues, non pas pour son nom, mais pour ses efforts, mais c'était trop peu, trop tard. Le jeudi a apporté un autre coup dur. La femme de mon père, ma belle-mère, Jennifer, a demandé le divorce. Elle avait appris des liaisons secrètes financées par les comptes offshore et avait décidé qu'elle voulait sortir grâce à la convention prénuptiale que mon père avait insisté pour faire signer afin de protéger ses actifs. Elle avait droit à la moitié de tout, ce qui était maintenant sous enquête fédérale. Tu as détruit notre famille pour l'argent, lui a-t-elle dit. Tu as choisi la cupidité plutôt que ton propre fils, le favoritisme plutôt que l'équité. Je ne peux pas être marié à quelqu'un comme ça. Mon père était maintenant seul dans son manoir, qui serait bientôt vendu pour payer les frais juridiques. L'homme qui avait bâti un empire regardait s'effondrer parce qu'il avait oublié le fondement de toute entreprise prospère, traiter les gens avec respect et équité.
Le vendredi après-midi, Barbara Chen m'a appelé. Russell, je sais que cela pourrait être étrange, mais envisagerais-tu de consulter pour Preston? Nous avons besoin de ton expertise pour transférer tes systèmes à une nouvelle direction. Je suis désolé, Barbara, mais non, ai-je répondu. Preston doit trouver sa propre voie. De plus, j'ai maintenant une clause de non-concurrence avec Hartwell. Je comprends, a-t-elle dit. Pour ce que ça vaut, le conseil c'est que nous avons perdu le mauvais Preston. Ce soir-là, Madison a découvert quelque chose qui a tout changé. En examinant de vieux dossiers financiers, elle a trouvé des documents sur une fiducie que notre mère avait créée avant de mourir. Notre père l'avait cachée à nous deux, mais elle était légalement nôtre. La part de Madison était de 200 000 $, assez pour recommencer. La mienne était la même. Elle m'a immédiatement envoyé la documentation avec une note, « Papa nous a caché ça. La moitié est à toi. » C'est le minimum que je puisse faire. C'était la première chose véritablement décente que Madison avait faite depuis des années, et cela laissait entendre que peut-être, juste peut-être, elle apprenait qui elle voulait vraiment devenir. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté Preston Manufacturing. L'entreprise que mon père avait passé 30 ans à bâtir était maintenant en procédure de faillite, sur le point d'être vendue au plus offrant. Il était assis seul dans son manoir, entouré de boîtes, se préparant à déménager dans un petit appartement après la saisie de la maison pour payer ses dettes juridiques. Le procès pénal avait commencé 2 semaines auparavant. L'accusation était basée sur la documentation que j'avais fournie, des dossiers méticuleux de pots de vin, de violations de sécurité et d'évasion fiscale s'étalant sur 5 ans. L'avocat de mon père avait essayé de me dépeindre comme un fils vindicatif, mais les preuves étaient trop accablantes. Madison avait surpris tout le monde, y compris elle-même. Elle travaillait au poste d'inventaire chez Preston, apprenant le métier à partir de zéro sous la supervision stricte de Barbara Chen. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par des bottes à embout d'acier et des uniformes de travail. Ses ongles manucurés étaient cassés par la manipulation des stocks. Mais pour la première fois de sa vie, elle gagnait un respect sincère. Madison n'est pas mal quand elle s'y met vraiment, m'a dit Patricia lors d'un de nos appels. Elle est restée ici jusqu'à minuit tous les soirs, étudiant les systèmes de Russell, apprenant la chaîne d'approvisionnement. Elle est enfin en train de devenir l'employée qu'elle aurait dû être depuis le début. Madison avait été appelée à témoigner au procès de notre père. Elle se tenait sur le banc des témoins, regardant l'homme qui lui avait tout donné sauf la chance de le gagner elle-même. Mon père a créé une culture de favoritisme et de corruption, a-t-elle dit, la voix stable. Il m'a promu au-delà de mes capacités et a puni Russell pour avoir souligné l'évidence. Il a choisi son ego plutôt que la sécurité de ses employés, sa cupidité plutôt que sa famille. J'ai été complice là-dedans et j'assume la responsabilité de ma part. Son témoignage était dommageable, mais aussi libérateur. Elle était enfin libre de la cage dorée qu'il avait construite pour elle. Pendant ce temps, chez Hartwell, j'avais été promu vice-président exécutif des opérations. Mes innovations avaient augmenté l'efficacité de 35% et réduit les accidents du travail à 0. L'entreprise prospérait et James Hartford avait clairement indiqué que j'étais préparé pour le poste de PDG lorsqu'il prendrait sa retraite. L'annonce de l'acquisition est arrivée un mardi. Hartwell Corporation achetait les actifs de Preston Manufacturing lors d'une vente aux enchères de faillite pour 10 cents sur le dollar. James m'a appelé dans son bureau. Russell, je veux que tu diriges l'équipe d'acquisition. Tu connais Preston mieux que quiconque, et nous devons conserver les bons employés tout en restructurant l'opération. C'était surréaliste. De retour chez Preston en tant que membre de l'équipe d'acquisition, le bâtiment semblait plus petit, en quelque sorte diminué. Les employés qui avaient autrefois rendu compte à mon père me regardaient maintenant pour être rassurés sur leur avenir. J'ai tenu une réunion générale dans l'entrepôt. Tous ceux qui travaillent honnêtement et avec compétence auront un emploi chez Hartwell, ai-je annoncé. Nous investissons 15 millions dans les améliorations de sécurité et la modernisation. Cette installation deviendra le principal centre de fabrication de Hartwell et nous nous engageons à maintenir les emplois locaux. Le soulagement dans la salle était palpable. Ces gens avaient été victimes de l'avidité de mon père autant que moi. Après la réunion, Madison s'est approchée de moi. Elle avait l'air différente, plus humble, portant son uniforme de travail avec une fierté réelle. Russell, merci d'avoir sauvé ces emplois, a-t-elle dit. Ces gens méritent mieux que ce que papa leur a donné. Ils méritent ce que tout le monde mérite.
J'ai répondu, un traitement équitable et un lieu de travail sûr. J'ai réfléchi, a-t-elle continué. Je veux gagner ma place ici. La gagner vraiment. Considérerais-tu de me donner une chance en tant qu'employé de niveau débutant chez Hartwell? Je commencerai là où tu penses que c'est approprié. J'ai étudié ma sœur, cherchant des signes de la princesse gâtée qu'elle était. Au lieu de cela, j'ai vu quelqu'un qui avait été brisé et reconstruit, quelqu'un qui comprenait enfin la valeur du travail honnête. Soumets ta candidature par les canaux appropriés, ai-je dit. Tu seras évalué comme n'importe quel autre candidat. Pas de traitement de faveur, bon ou mauvais. C'est tout ce que je veux, a-t-elle dit, et je l'ai cru. Le lendemain, la sentence de mon père a été rendue. 18 mois de prison à sécurité minimale pour évasion fiscale, plus 5 ans de probation et 2 millions de dollars d'amende. Son empire était parti, sa réputation détruite, sa famille fracturée. Il purgerait sa peine en faisant des travaux manuels, apprenant la valeur du travail honnête qu'il avait toujours méprisé. Alors qu'il l'emmenait menotter, il m'a regardé dans la galerie. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Je n'ai vu aucun remords, seulement de la colère et de l'auto-apitoiement. Il croyait toujours qu'il était la victime, mais Madison voyait les choses différemment. Après le prononcé du jugement, elle s'est approchée de notre père lors de son dernier moment de liberté avant d'être emmenée en prison. « Papa, je te pardonne, a-t-elle dit, non pas pour ce que tu as fait, mais pour que je puisse avancer. Tu m'as donné des privilèges sans but, du succès sans satisfaction. Russell a essayé de m'apprendre, mais tu ne l'as pas laissé faire. Maintenant, j'apprends ce que j'aurais dû apprendre il y a des années, que le respect se gagne, il ne s'hérite pas. » Notre père n'a rien dit, mais ses épaules se sont affaissées alors que le poids de ses choix le frappait enfin. 6 mois plus tard, Preston Manufacturing a été officiellement rebaptisé division de fabrication Hartwell. L'enseigne est tombée un jeudi matin pluvieux. Je me tenais sur le parking, regardant enlever les lettres qui avaient éplé le nom de ma famille pendant 30 ans. Patricia se tenait à côté de moi, maintenant directrice des opérations, un poste qu'elle avait gagné grâce à sa compétence et à sa loyauté. « Regrettes-tu, a-t-elle demandé, d'avoir fait tomber l'entreprise de ta famille? » Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, ai-je dit. Mon père l'a fait lui-même. J'ai juste refusé de le laisser emporter tout le monde avec lui. Madison avait été embauchée chez Hartwell après un processus d'entretien rigoureux. Elle avait commencé dans la gestion des stocks à 40 000 $ par an. Elle avait vendu son appartement de luxe, acheté un condo modeste et s'était inscrite à des cours du soir pour son MBA. Elle devenait enfin la personne qu'elle aurait pu être depuis le début. Pendant sa pause déjeuner, elle m'a trouvé dans mon bureau. « Russell, je voulais te montrer quelque chose. » Elle a sorti un dossier contenant un programme de formation qu'elle avait développé pour prévenir le népotisme dans les entreprises familiales. « Je travaille dessus pendant mon temps libre, a-t-elle expliqué. Il est basé sur ce qui nous est arrivé, ce que j'ai appris de mes erreurs. Je pensais que Hartwell pourrait l'utiliser pour la formation des cadres. J'ai lu le document, impressionné par la perspicacité et l'honnêteté. Elle avait transformé la dysfonction de notre famille en quelque chose qui pourrait aider les autres à éviter le même sort. C'est un excellent travail, Madison. Soumets-le au RH pour examen. Elle a souri. Et pour la première fois depuis des années, c'était sincère, gagné par l'effort plutôt que par le droit. 1 an après mon départ de Preston Manufacturing, je me tenais dans ce qui était maintenant l'usine de production principale de Hartwell, observant l'opération la plus efficace du secteur. Le même bâtiment où mon père avait lésiné sur la sécurité avait maintenant le meilleur bilan de sécurité de l'État. Les travailleurs qui avaient autrefois craint pour leur emploi avaient maintenant des plans de participation aux bénéfices et des perspectives d'avancement claires. Mon père était sorti de prison 3 semaines plus tôt après avoir purgé 12 mois pour bonne conduite. L'homme qui en est sorti était différent de celui qui était entré. 18 mois de travail en cuisine et de conciergerie lui avaient appris une humilité qu'il n'avait jamais possédée. Il travaillait maintenant comme consultant junior dans un petit cabinet spécialisé dans l'aide à la reconstruction de carrière des cadres déchus, gagnant 50 000 $ par an, moins qu'il n'avait l'habitude de dépenser pour des abonnements à des clubs de golf. Il m'avait écrit une lettre depuis la prison. Une vraie excuse cette fois. « Russell, j'ai détruit tout ce qui comptait pour des choses qui n'avaient pas d'importance. J'ai choisi le favoritisme plutôt que l'équité, la cupidité plutôt que la famille, la fierté plutôt que les gens. Tu ne m'as pas trahi. Tu as sauvé tout le monde de mes pires pulsions, y compris Madison. Je ne m'attends pas au pardon,
mais j'ai besoin que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu quand je t'ai perdu. Madison avait dépassé toutes les attentes. Après un an à faire ses preuves dans la gestion des stocks, elle avait été promue coordinatrice de la chaîne d'approvisionnement. Elle l'avait gagnée au mérite, travaillant plus dur que quiconque, étudiant les systèmes de recel jusqu'à ce qu'elle les comprenne mieux que la plupart des cadres supérieurs. Son programme de formation sur la prévention du népotisme avait été adopté dans toute l'entreprise chez Hartwell et été concédé sous licence à d'autres sociétés. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner un mardi, la première fois que nous nous asseyions ensemble comme frères et sœurs plutôt que comme adversaires depuis plus de 3 ans. J'ai reçu ma première prime de performance hier, a-t-elle dit fièrement. 5 000 $. J'ai gagné chaque centime. Vraiment? Oui, ai-je convenu. Ton optimisation du système d'inventaire nous a fait économiser 70 000 $ au dernier trimestre. C'est étrange, a-t-elle réfléchi. Quand papa me donnait une prime de 50 000 $ pour n'avoir rien fait, je me sentais vide. Ces 5 000 $ ressemblent à une fortune parce que j'ai travaillé pour les obtenir. C'est la différence entre se faire donner quelque chose et le gagner. J'ai dit, l'un nourrit ton ego, l'autre nourrit ton âme. Marcus avait terminé sa formation de gestion et était maintenant superviseur de département, mettant en œuvre des protocoles de sécurité devenus la norme de l'industrie. Il avait créé un fonds de bourse d'études pour les enfants des travailleurs de la fabrication, que Hartwell égalait dollar pour dollar. Tu as sauvé ma carrière, Russell, m'a-t-il dit lors du pique-nique de l'entreprise. Après la blessure, je pensais que c'était fini. Maintenant, je contribue à faire en sorte que personne d'autre ne traverse ce que j'ai traversé. Patricia avait été promue vice-présidente des opérations, devenant l'une des femmes noires les mieux classées dans l'industrie de la fabrication. Elle l'avait gagnée grâce à 15 années de compétences et de dévouement que mon père n'avait jamais reconnu. Tu sais ce qui est le mieux, a-t-elle dit lors de notre réunion hebdomadaire, je suis enfin valorisé pour mon cerveau, et non traité comme un meuble. La transformation était remarquable. L'installation autrefois connue pour les accidents et l'inefficacité remportait maintenant des prix pour la sécurité et l'innovation. Le moral était à son plus haut niveau. Le taux de rotation du personnel était tombé à presque 0. James Hartford m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi. Russell, je sais que cela pourrait être délicat, mais tu es nommé mon successeur à l'unanimité du conseil. À 35 ans, tu seras le plus jeune PDG de l'histoire de Hartwell. James, je suis honoré, mais, pas de mais, m'a-t-il interrompu. Tu l'as mérité. Tu as pris une acquisition en difficulté et l'as transformée en notre division la plus rentable. Tu as montré que le succès ne nécessite pas de sacrifier l'intégrité. Ce soir-là, il y eut un dîner de famille, le premier en plus d'1 an. Mon père, Madison et moi nous sommes retrouvés dans un restaurant simple. Pas de luxe, pas de prétention. Mon père paraissait plus vieux, plus humble, portant un costume de grand magasin au lieu d'étiquette de créateur. Je suis fier de vous deux, a-t-il dit doucement. Madison, pour être devenu qui tu étais destiné à être. Russell, pour avoir eu le courage de me tenir tête. Ce n'était pas du courage, ai-je dit. C'était une nécessité. Tu ne m'as laissé aucun choix. Je sais, a-t-il répondu. Et c'est mon plus grand regret. J'ai transformé mon fils en mon adversaire et ma fille en une décoration. Mais en vous regardant tous les deux maintenant, en voyant ce que vous êtes devenus malgré moi, peut-être à cause de mon opposition, je vois que vous êtes tous les deux plus forts que je ne l'ai jamais été. Madison a tendu la main par-dessus la table et a pris sa main. Papa, nous ne sommes pas forts malgré toi. Nous sommes forts parce que Russell nous a montré à quoi ressemble la vraie force. Il aurait pu laisser ta corruption continuer. Il aurait pu choisir la voie facile. Au lieu de cela, il a choisi l'intégrité, même si cela lui a coûté tout ce qu'il possédait, et il a gagné tout ce qui comptait, ai-je ajouté. 6 mois plus tard, j'ai épousé Jennifer Martinez, une avocate spécialisée dans les droits des travailleurs que j'avais rencontrée lors de l'acquisition de Hartwell. Mon père était présent, assis tranquillement au fond, tandis que Madison faisait partie du cortège nuptial. Marcus a prononcé un discours sur la façon dont j'avais défendu les travailleurs quand personne d'autre ne le faisait. Patricia a parlé de loyauté et d'intégrité. Même Barbara Chen était présente, plaisantant qu'elle aurait aimé m'embaucher au lieu de me laisser partir chez Hartwell. Dans mon discours, j'ai dit quelque chose qui a résonné auprès de toutes les personnes présentes. Le succès ne consiste pas à grimper l'échelle en piétinant les autres.
Il s'agit de construire une échelle assez solide pour que tout le monde puisse grimper. Quand nous choisissons le favoritisme plutôt que le mérite, quand nous choisissons la cupidité plutôt que les gens, nous ne détruisons pas seulement des entreprises, nous détruisons des familles, des communautés et des avenirs. Mais quand nous choisissons l'intégrité, quand nous choisissons l'équité, quand nous choisissons de défendre ce qui est juste, même si cela nous coûte, nous construisons quelque chose qui ne peut être détruit, la confiance, le respect et le succès véritable. La salle a éclaté en applaudissements, mais j'ai remarqué mon père essuyer une larme. Il avait enfin compris ce qu'il avait perdu et ce qui aurait pu être. 1 an plus tard, Madison a lancé sa propre société de conseil, spécialisée dans la prévention du népotisme et la construction de cultures basées sur le mérite dans les entreprises familiales. Son premier client était une entreprise dont le fils du fondateur venait d'exposer la corruption, inspiré par notre histoire. Je leur parle de nous, m'a-t-elle dit, de la façon dont le privilège sans but m'a presque détruite. Comment le favoritisme sans mérite a détruit notre père et comment l'intégrité d'une seule personne a sauvé l'emploi de toute une entreprise. Elle avait trouvé sa vocation, transformant le plus grand échec de notre famille en son plus grand objectif. Mon père a continué son travail discret dans le petit cabinet de conseil, et dans les cadres déchus à comprendre leurs erreurs. Il vivait modestement, conduisait une berline vieille de 10 ans, et trouvait une paix et une simplicité qu'il avait autrefois méprisées. J'ai passé 30 ans à construire un empire sur du sable, m'a-t-il dit lors d'un de nos cafés mensuels. Toi, tu as construit quelque chose sur du roc. La compétence, l'intégrité et le respect des autres. Ton empire durera. Rétrospectivement, le jour où mon père m'a suspendu pour avoir refusé de m'excuser auprès de Madison fut la meilleure chose qui soit arrivée à nous tous. Cela a forcé Madison à confronter son incompétence et à devenir compétente. Cela a forcé mon père à faire face aux conséquences de sa corruption, et cela m'a libéré pour construire quelque chose de mieux que ce que j'avais laissé derrière moi. Le vrai succès ne vient pas du privilège ou des raccourcis, mais de la compétence, de l'intégrité et du traitement équitable des autres. Lorsque nous encourageons la médiocrité par le favoritisme, nous détruisons à la fois le favorisé et l'organisation. Se dresser pour ce qui est juste, même contre sa propre famille, sauve en fin de compte tout le monde, y compris ceux qui nous ont fait du tort, de leur propre destruction. Mais je veux entendre votre avis. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et faire ce qui est juste? Avez-vous été témoin du favoritisme détruire un lieu de travail ou une relation? Qu'auriez-vous fait dans ma situation? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.